Et on passe à présent à l'actualité politique avec le journal de campagne présenté ce soir par Olivier Michel. Et aujourd'hui, lundi 10 mars, c'est le début de la campagne officielle pour les élections municipales, Olivier. Et le signe le plus visible pour les citoyens de ce lancement, Frédéric, ce sont les affiches des candidats qui commencent à fleurir sur les panneaux électoraux, comme ici à Aubenas. Sachez que tout affichage en dehors de ces panneaux mis en place par les mairies est interdit. Les affiches doivent être imprimées sur papier blanc. Celles qui comprennent une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge sont interdites, sauf si ces couleurs correspondent à l'emblème d'un parti ou d'un groupement politique. Alors, il y a des nouveautés dans ces élections municipales et avec plusieurs aspects, on va dire, assez inédits. Alors on vous a déjà parlé, vous savez, du fléchage pour les conseillers communautaires, des restrictions pour le panachage. Inédite également la conséquence de l'adoption de la loi sur le non-cumul des mandats. Elle sera effective en 2017. En clair, c'est la dernière fois que vous pourrez élire des sénateurs maires ou des députés maires, qu'ils soient sortants ou candidats. Cette année, ils sont tout de même 23 parlementaires sur 51 engagés dans ces élections. Pour eux, toujours la même question. Quel mandat choisirez-vous dans 3 ans ? 2 exemples. 2 attitudes radicalement différentes dans la Drôme. C'est un reportage d'Hugo Chaplon et de Stéphane Yvon. Le non-cumul des mandats, la députée maire de Bourg-de-Péage l'a défendu et voté à l'Assemblée nationale. Élue en 2008 dans sa commune, puis en 2012 dans la 4e circonscription drômoise, en cas de victoire dans sa ville, Nathalie Niaison renoncera aux législatives de 2017. Une annonce faite à 2 semaines du premier tour des municipales, une volonté de transparence pour la candidate. J'avoue que le travail de maire, ce travail collectif avec une équipe, ce travail en proximité immédiate avec mes concitoyens, ce travail aussi très pragmatique, ce travail très concret au sein d'une municipalité, au sein d'une mairie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais ça n'empêche pas d'aimer mon mandat de député, mais je dois choisir, donc je choisis. Renoncer à un de ses mandats, le député maire de Crest depuis près de 20 ans s'y refuse aujourd'hui. Pour Hervé Mariton, la gestion d'une petite commune et des prérogatives nationales sont tout à fait conciliables. Il compte sur une modification de la loi. Quand une loi est mauvaise, je fais confiance à la sagesse de beaucoup de parlementaires. Dans l'opposition, c'est clair, mais dans la majorité, j'ai discuté avec tout plein d'entre eux. Par exemple, la suppléante même de François Hollande, mais d'autres encore, qui se disent que manifestement, la loi qui a été votée est allée trop loin et qu'au minimum en 2017, il faudra mettre une barre de population. Je ne sais pas si la barre sera à 50 000, 100 000 habitants, mais en tout cas, créer 8 000 habitants sera clairement en dessous de la barre. En Drôme-Ardèche, 2 autres députés maires sortants devront également faire le choix de leur fauteuil. Franck Régnier à Montélimar et Olivier Dussopt à Annonay. Pour être complet, sachez qu'à Cré, 2 autres listes se présentent pour ces élections, l'une à gauche conduite par Samuel Arnaud et l'autre menée par un chef d'entreprise qui se dit sans étiquette, François Bouy. À Bourg-de-Péage, la droite est divisée au premier tour. Benjamin Massude a reçu l'investiture de l'UMP. Jean-Paul Maréchal revendique un ancrage au centre droit. Alors la semaine dernière, c'était la date limite pour les dépôts des listes, le 6 mars pour être précis. Pour être encore plus précis, il y avait une heure limite et à la préfecture, l'heure c'est l'heure. Et la liste centriste de Bron vient de la prendre à ses dépens. Le tribunal administratif a confirmé cet après-midi l'invalidation de la liste Modem conduite par François-Xavier Pénicaud et Nora Begag. Le problème, c'est un retard de 8 minutes dans le dépôt de la liste. L'acte de candidature original d'un colistier est parvenu en préfecture jeudi dernier à 18h08. Or, la loi fixait leur limite à 18h00. L'heure, c'est, disiez-vous, c'est l'heure, et puis la loi, c'est la loi. On va passer maintenant à notre petit lexique des élections avec le mot du jour, ou plutôt l'attribut du jour. Le saviez-vous, Frédéric ? Le maire officie. Pas comme monsieur le curé, bien sûr. Monsieur le maire est un officier, ou plutôt 2 officiers. Explication Sylvie Bosquero. C'est la seule fonction qui confère du même coup à celui qui l'occupe un grade qui sent bon le champ de bataille. À peine choisi, le maire se fit officier, mais sans obligation de claquer les talons à chaque croisement de général. Doublement officier même. D'état civil en premier lieu, le maire reçoit les actes de naissance, conteste les prénoms vraiment trop ridicules, dont des parents farceurs ou sadiques affublent leur tout juste nez, célèbre les mariages sans pouffer devant les costumes crème et les robes chantilly, rédige les actes de décès, bref, passe l'essentiel de son temps à noircir des pages au stylo, là où l'officier d'active éclaircit au sabre les rangs ennemis.
Mais le maire est aussi officier de police judiciaire et c'est beaucoup plus excitant que les registres d'état civil. Le maire peut ainsi constater les crimes, les délits et les contraventions, recevoir les plaintes et les dénonciations, placer les suspects en garde à vue, effectuer des perquisitions, mener une enquête, bref, tout un tas de trucs rigolos dont le citoyen moyen ne peut que rêver devant Julie Lescaut. Et ça sans avoir à passer le concours de gardien de la paix. La démocratie locale est un vrai jeu de rôle. Une nouvelle série de reportages dans notre journal de campagne. Cette semaine, c'est le rôle d'une municipalité, mais dans le concret. Les transports, la collecte des déchets, les écoles, les espaces verts, ce sont quelques-uns des domaines où l'action politique est visible, mesurable si je puis dire. Toute la semaine, nous allons suivre une famille lyonnaise à travers une journée type. Ce soir, on commence par le matin et un geste, ouvrir le robinet. L'eau, c'est une compétence de la communauté urbaine et donc un enjeu politique. Sandy Goldstein, Jean-Christophe Had. 7h30, quartier de la Confluence à Lyon. Pour Nathalie et ses 2 enfants, comme pour de nombreuses familles, la journée démarre avec le petit déjeuner. L'air de rien, en ouvrant ce robinet, un geste quotidien, chacun peut mesurer l'action des élus. L'équivalent d'une fois et demie la tour de la Part-Dieu, c'est ce qui est consommé chaque jour dans le Grand Lyon. L'eau est un bien public. Ce que l'on paye, c'est son acheminement, son traitement. 3000 km de réseau sont nécessaires pour la faire arriver au robinet. Une fois utilisée, elle repart vers la station d'épuration. Dans l'agglomération lyonnaise, les élus ont confié la gestion de l'eau à une entreprise privée, un choix éminemment politique. Le Grand Lyon construit et entretient la voirie, s'occupe des déplacements et de la distribution de l'eau. Vous en reprendrez bien un verre ? Claude Prel, je suis directeur de l'eau au Grand Lyon. Il y a le travail au quotidien, l'exploitation au quotidien. Ça nécessite des techniciens tous les jours sur le terrain pour faire tourner les pompes, pour vérifier les systèmes, pour vérifier les process. Ça mérite aussi de la télégestion, ça c'est un travail de tous les jours. Mais il y a un deuxième volet, j'allais dire qu'il y a le deuxième volet qui est plus le volet direction de l'eau, qui est un volet stratégie, où on doit aussi préparer l'avenir sur la ressource, la gestion patrimoniale et le service qu'on souhaite donner aux usagers. Et tout ça, il faut que ce soit en concordance avec la volonté des élus, et notamment pour qu'il y ait une tarification qui soit équilibrée. Après l'eau du petit déjeuner, demain nous prendrons le chemin de l'école. Là encore, le citoyen peut mesurer l'action des élus. Et pour finir la séquence flashback, nous sommes en 89, France 3 s'appelle encore FR3. Un village du Beaujolais a bien failli ne pas avoir de premier magistrat et c'est donc magistralement que cette histoire est racontée à la télé. Écoutez bien le commentaire du journaliste. Ça y est, c'est fait, le Péréon viticole a un maire, drôle d'histoire. Et le maire, c'est lui, le petit monsieur en gris au milieu de la photo. Après les élections, une liste majoritaire, ni de gauche ni de droite, remporte 9 sièges. Et une liste minoritaire, ni de droite ni de gauche, remporte 6 sièges. Mais voilà, pas de volontaire pour le poste de maire. Après 6 tours de scrutin et des tractations secrètes et nocturnes, le doyen d'âge, 68 ans, 15e sur la liste majoritaire, accepte enfin d'être maire. Les 830 habitants respirent d'aise. Le ras-le-bol allait déborder sur la place du village. Péréon, Clochemerle est retourné à sa quiétude. Au calme, on entendrait maintenant pousser la vigne. Les municipales, c'est tout pour ce soir. Nous sommes à 13h du premier tour. À demain. Merci Olivier, donc rendez-vous pris pour demain, même heure.